Dans la réalité, on sait très bien que si aujourd'hui les pays du Golfe qui sont aujourd'hui touchés par cette guerre décidaient de saisir l'ensemble des comptes qui se rattachaient au Hezbollah, déjà on aurait un mouvement qui serait pas anéanti, mais presque. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gilles Belaï. Gilles, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président du groupe de Financial Partners, président de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Et on va beaucoup parler de financement du terrorisme parce que nous sommes en guerre depuis maintenant plus d'un mois. Et il y a des questions que je voudrais vous poser, puisque vous êtes un expert dans ce domaine, je voudrais essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe. D'abord, la situation économique de l'Iran. On est en train de frapper, l'armée israélienne, l'armée américaine frappe les infrastructures du régime iranien, les installations, les usines de production d'armes, etc. Est-ce que il n'y a pas un moyen tout simple, sans avoir amené à acheminer des avions de chasse jusqu'à Téhéran, pour fermer les comptes de l'Iran, pour geler, on va dire, l'économie iranienne et la paralyser totalement? Alors, effectivement, que ça serait l'idéal, mais tout autant, l'Iran a l'habitude depuis maintenant plusieurs dizaines d'années de gérer cette problématique de l'embargo, et ils ont déjà organisé leur économie de telle manière à ce que ce soit tellement tentaculaire et avec tellement de chemins différents pour pouvoir gérer leur financement au quotidien, que ça a encore la vie dure, parce qu'ils ont une diversification qui est assez incroyable. Aujourd'hui, l'Iran, c'est une présence économique qui est bien évidemment déjà sur les propres pays du Golfe, qui sont en train d'ailleurs de bombarder eux-mêmes. Ils bombardent leurs propres partenaires économiques, on le sait avec les Émirats Arabes Unis. Un chiffre clé aux Émirats Arabes Unis, c'est une communauté de 500 000 personnes qui sont présentes de manière permanente aux Émirats, à Dubaï et à Abu Dhabi, et c'est une économie qui représente l'équivalent d'un flux de 30 milliards de dollars à peu près. Et ils l'ont développé de la même manière avec la Chine, avec la Turquie, avec l'Afrique et aussi d'ailleurs avec l'Europe, puisqu'ils ont démultiplié le nombre de réseaux bancaires et de sociétés écrans qui font en sorte qu'on a énormément de mal à pouvoir démanteler l'ensemble des micro-racines qui font que cela fonctionne encore. Et la problématique pour eux reste bien sûr sur leur principale ressource, c'est-à-dire le pétrole. Et ils ont eu l'habitude de vendre le pétrole à bas prix sur le marché gris, comme vous le savez, avec des tankers qui partent d'Iran. Et là, ils ont une propre problématique parce qu'en bloquant le détroit d'Ormuz, ils bloquent aussi leur hub de départ pour pouvoir financer l'ensemble de ces tankers, mais ils sont très créatifs et surtout ils ont beaucoup d'alliés économiques. Et il faut savoir que aujourd'hui l'Europe et l'Occident a mis beaucoup de temps avant de vraiment mettre une pression économique, et on en est à peine au début alors qu'on devrait plutôt être à la fin sur l'ensemble des saisies, et les chiffres sont encore extrêmement faibles par rapport à ce qu'on devrait faire pour les mettre à genoux. Alors là, je comprends quand vous me dites, je comprends véritablement cette problématique, mais je voudrais mieux comprendre aussi en parlant d'un autre front qui nous préoccupe aussi, c'est le Sud-Liban avec le Hezbollah. On nous dit, pour justifier le fait que le Hezbollah continue à tirer des missiles et des roquettes et des drones en direction du territoire israélien, que le Hezbollah a eu le temps de se réarmer puisqu'il a reçu au moins $1 milliard de la part de l'Iran depuis le cessez-le-feu de novembre 2024. Et je me pose la question, comment, alors qu'il y a une vigilance accrue face au Hezbollah, comment le Hezbollah peut recevoir de telles sommes en sachant exactement à quoi ces sommes vont être utilisées? Pourquoi il semble impossible de freiner cet acheminement? Parce que dites-moi si je me trompe, mais je ne pense pas qu'on transfère des milliards, $1 milliard par des valises entre la Syrie et le Liban, comme c'était le cas dans le passé. Alors, en fait, ils ont leurs systèmes qui sont bien organisés. Le Hezbollah, et votre chiffre est tout à fait en ligne avec la réalité de ce que nous avons nous-mêmes au sein de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Au bas mot, $700 millions sur ces 12 derniers mois. Et
plus vraisemblablement de l'ordre de 1 milliard de dollars. Mais le Hezbollah a appris à vivre sans l'Iran aussi. Ils se sont rendus compte que, évidemment, il y avait une problématique ces dernières années qui était forte et il y avait surtout beaucoup d'actions qui étaient faites en Europe et en Occident pour arriver à capter cet argent-là. Et donc, ils sont arrivés à avoir des systèmes, notamment avec le système des bureaux de change qui permettent de pouvoir, au travers du cash qui est mobilisé à l'intérieur de plusieurs pays de la région du Golfe, de pouvoir alimenter de manière presque capillaire, donc avec un nombre de transactions très significatif, le Hezbollah. Et le Hezbollah s'est structuré aussi dans le domaine, bien sûr, de la drogue, de la contrefaçon en Europe et en Afrique. Donc, ils ont diversifié leurs sources de financement de telle manière à ce que même ces 700 millions de dollars ou c'est 1 million de dollars, ou c'est 1 milliard de dollars, pardon, ne puissent être à un moment donné remplacés. Ils ont mis en place des tonnes de sociétés écrans. On en a vu d'ailleurs récemment qui ont été identifiées en Europe de l'Est et en Suisse encore de la même manière et en Amérique du Sud. Il y a un lien extrêmement fort entre le Hezbollah et les narcotrafiquants d'Amérique du Sud et ils ont diversifié leur activité de telle manière à ce que l'argent ne provient plus uniquement de la relation toxique Iran-Hezbollah, mais vient aussi de la relation que l'on peut avoir avec ce trafic de drogue, ce trafic de contrefaçon, ils sont extrêmement présents. Et puis aussi, bien sûr, des hubs qui restent extrêmement forts pour le Hezbollah, notamment le hub turc qui représente plusieurs centaines de sociétés écrans qui leur permettent d'alimenter leur activité. Donc, ils ont appris à faire différemment et surtout à se diversifier de telle manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des flux importants à capter de plusieurs centaines de millions de dollars, mais avec des milliers de flux. On le sait aussi avec les Western Union, avec toutes ces structures de micro-paiements, ils arrivent à avoir une alimentation qui reste encore présente, mais c'est aussi une question de décision politique, puisque dans la réalité, on sait très bien que si aujourd'hui les pays du Golfe qui sont aujourd'hui touchés par cette guerre décidaient de saisir l'ensemble des comptes qui se rattachaient au Hezbollah, déjà on aurait un mouvement qui serait pas anéanti mais presque. Et aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent très impuissants puisqu'ils font une pression auprès des Émirats arabes unis puisqu'il y a énormément de comptes, plusieurs centaines de comptes qui sont identifiés. Les Émirats arabes unis ont du mal à passer ce cap parce qu'ils ont peur aussi de se retrouver au final à rendre des comptes à leurs prochains voisins que seraient tout de même encore demain et après-demain les mollahs. Et en fait, ils ont du mal à passer le cap entre je suis clairement en face d'un ennemi et je mets tous mes moyens pour les neutraliser avec j'ai un voisin qui est très important en termes de taille et en termes de risque pour nous et ce qu'on reçoit aujourd'hui peut-être sera rien à côté de ce qu'on pourra recevoir demain. Donc on va garder nos moyens d'action limités et on a aujourd'hui aussi ce sujet avec l'Arabie Saoudite qui lui est un géant d'une taille extrêmement proportionnée par rapport à l'Iran et qui commence à sentir que là c'est le moyen d'agir, pas uniquement diplomatiquement, pas uniquement au travers de leur réseau, de leur proxy, mais directement sur le plan militaire. Donc on peut dire qu'il y a dans cette guerre militaire, il y a aussi une guerre économique qui peut prendre des proportions de plus en plus importantes au fur et à mesure que la guerre sur le terrain se prolongera ? Ah oui, clairement, puisque là, aujourd'hui, c'est une guerre économique, bien sûr, pour l'Iran, qui a besoin de beaucoup d'argent et de ressources pour survivre, mais nous avons aussi des alliances qui se sont renforcées avec la Chine et avec la Russie et qui viennent aussi aider militairement et financièrement l'Iran. Mais aujourd'hui, pour l'ensemble des pays du Golfe, c'est une question de survie, mais pas que, puisque vous rappelez le sujet du détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, qui est gêné par le détroit d'Ormuz de manière majeure, c'est pas les Européens, avec l'alimentation qu'on peut avoir en gaz et en pétrole en Algérie et en Amérique du Sud et dans la mer du Nord, c'est surtout
les pays asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée, l'Australie, qui se retrouvent dans une position d'utiliser ses propres réserves. Et donc là, c'est l'ensemble du commerce mondial qui se retrouve exsangue. Et puis, n'oublions pas aussi que même l'Arabie saoudite et le Qatar, avec le plus gros forage de gaz liquéfié qui a été touché et coexploité avec l'Iran. Alors l'Iran est à la fois l'agresseur et le partenaire économique majeur du Qatar, et on se retrouve dans une position où aujourd'hui on est en train de parler de 20% de la ressource en pétrole et en gaz liquéfié du Qatar. On touche la colonne vertébrale économique du pays, et là on a un pays qui se retrouve extrêmement fragile face aux attaques incessantes de l'Iran. Pareil pour l'Arabie saoudite et pareil pour les Émirats arabes unis aussi. Le système monétaire et bancaire émirati est en train vraiment aujourd'hui de s'écrouler. Il n'y a pas d'autre mot. L'ensemble des obligations des banques et des grandes infrastructures émiraties, c'est moins 20, moins 30% à présent. On a eu ces premiers jours dans lesquels on disait même pas peur, et puis on se retrouve à un stade aujourd'hui où on a un hub régional qui commence à être totalement exsangue, et c'est le cas aussi avec l'Europe. C'est pour ça que le président Trump ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus d'action de l'ensemble de ces pays et des pays partenaires européens pour venir notamment défendre le détroit d'Ormuz, et c'est son obsession aujourd'hui, libérer le détroit d'Ormuz. Alors une dernière question, Gilles, on va parler de politique intérieure puisqu'on est quelques heures après le vote du budget de l'État pour l'année de 2026, un budget de 850 milliards de shekels, et dont près de 150 milliards de shekels pour la défense nationale, une rallonge de plus de 30 milliards en raison de la guerre. C'est un budget qui peut se tenir avec plus d'un cinquième, on va dire près d'un cinquième, plus d'un cinquième consacré à la défense nationale? Alors, en fait, on a le sentiment, nous économistes et vu de l'extérieur, que c'est un budget qui est plus politique que réel d'un point de vue économique. Clairement, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir asseoir notre équilibre ressources et dépenses uniquement avec un chiffre aussi important dans le domaine de la défense. Mais en fait, ils partent comme ils l'ont toujours fait à l'envers. On a besoin de ce niveau de dépenses-là, on le budgète et on verra bien demain ou après-demain. N'oublions pas qu'Israël a une croissance 2025 qui est supérieure de presque 35% de la moyenne des taux de croissance de l'OCDE. Donc on part sur une position où Israël est une puissance qui est forte et respectée sur le plan économique. On n'a qu'à voir le shekel, la tenue du shekel par rapport au dollar et par rapport à l'euro, et on comprend bien. Et on a vraiment le sentiment qu'il parie aujourd'hui sur une guerre qui va être beaucoup plus courte que ce que beaucoup d'économistes et d'analystes prévoient. Si on a effectivement un coup de la guerre qui commence et qui continue à s'étendre, il sera très difficile, voire quasi impossible d'assurer ce budget. Mais Israël s'en est toujours sorti, donc une fois de plus. Voilà, on s'en est sorti, comme on dit la formule en hébreu, on a passé le pharaon, on pourra passer cet obstacle aussi, donc c'est une devise de circonstance. Merci beaucoup Gilles Belaïs de nous avoir expliqué ce dossier extrêmement important du terrorisme économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, de répondre à nos questions, à nos sollicitations. On en profite pour vous souhaiter une bonne fête de Pessah. À bientôt. Merci. À tous. Merci.